a sonné à la porte le 12 mars 1943. Ma mère était seule à la maison. Moi, j'étais dans la petite école. Mon père était chez ses parents. On a sonné à la porte. On a demandé un soldat allemand et un soldat hollandais. Alors, pour illustrer le degré de collaboration, le soldat hollandais était payé 5 euros, l'équivalent de 5 euros par juif pris. Ils ont demandé, c'est une famille juive? Et ma mère a dit oui. Alors, où est votre mari? Il est chez ses parents, allez le chercher. Où est votre petite fille? Allez la chercher, on reste là. Ma mère a fait de sorte, et quand tout le monde était là, ils ont dit maintenant vous faites un sac à dos, parce que ça peut prendre quelques jours. Et elle a entassé ses affaires, des affaires dans ce sac à dos, et dans une impulsion, elle a également pris le certificat de Cambridge qu'elle avait eu en Angleterre, qui lui donnait l'autorisation d'enseigner, et ça lui a servi. Elle a dit après, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, mais je l'ai pris. Et on a été emmenés dans un endroit où pendant un an, je le revoyais en voyant ma mère qui était dans une maison de retraite. C'était un théâtre hollandais. Ça s'appelait le Hollandse Schouwburg. C'était le théâtre hollandais où on a entassé pendant 3 ans tous les juifs avant de les envoyer dans les camps. C'était un théâtre, donc il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de sanitaire, il y avait juste des toilettes qui étaient immédiatement bouchées. On a emmené les enfants dans une crèche qui était en face. Je ne me rappelle pas de la crèche, je me rappelle qu'il y avait des bombardements et que je pleurais, mais la crèche, je ne me rappelle absolument pas. Mais j'ai ma meilleure amie qui a été dans cette crèche et qui m'a dit, il y avait dans cette crèche, il y avait des matelas sur lesquels les enfants dormaient, pleuraient, étaient malades, parce qu'il n'y avait pas de lit, il y avait trop d'enfants. Et les parents étaient de l'autre côté de la rue, donc ne pouvaient pas voir leurs enfants. Donc c'était un premier traumatisme pour tous ces enfants, petits plutôt, d'être séparés d'une seconde à l'autre de leurs parents. Il paraît que le Hollandse Schouwburg, qui est maintenant aménagé ça a été ripolliné, c'est tout blanc, c'est tout beau, et où il y a des noms électroniques sur le côté quand on rentre dans ce théâtre. Et je suis rentrée dedans et j'ai vu qu'il y avait le nom de famille de mes parents. Et quand j'ai demandé « mais pourquoi il n'y a pas les prénoms ?» On m'a répondu « vous savez madame, il y en a trop ». C'est vrai qu'il y en avait trop parce que le chiffre des déportés et des morts de la communauté juive de Hollande est absolument effrayante. Il n'y a que les Polonais qui ont payé un plus lourd tribut. Avant-guerre, il y avait 140 000 juifs aux Pays-Bas et 104 000 ne sont pas revenus. Il n'y a que 35 000 juifs qui sont revenus des 140 000. 85% des juifs hollandais ont été déportés, ont été assassinés. Nous sommes restés dans ce théâtre où il régnait une confusion absolument indescriptible parce qu'il y avait des gens qui partaient, des groupes de gens qu'on envoyait, qui ne revenaient pas, et puis d'autres qui arrivaient. C'était un va-et-vient et tout le monde attendait s'ils n'allaient pas eux aussi partir, ce qui allait se passer, parce qu'il était impossible qu'on reste toute la guerre dans ce théâtre. Et en effet, le 12 mars 1943, on est resté 2 semaines dans ce théâtre, du 12 mars au 26 mars 1943, dans ce théâtre, dans une promiscuité épouvantable. Et le 26 mars 1943, nous sommes partis pour le premier camp de concentration. Ce camp s'appelle Fürth. C'est une petite ville qui est à côté de Eindhoven, où il y a les usines de Philips. Et les usines de Philips ont joué un rôle très positif pour les Juifs. On a donc été emmenés à Fürth dans un train de marchandises
Et immédiatement, le camp de Fürth était, d'après ma mère, c'était le pire. Parce que les hommes, les femmes et les enfants étaient séparés. Les hommes travaillaient, étaient dans une baraque, ou ils travaillaient à l'intérieur du camp, ou ils travaillaient en dehors. Les femmes étaient dans une autre baraque, et les enfants étaient dans la troisième baraque, sans les parents. Et le taux de mortalité de Fürth est de 90%. 90% des enfants dans Fürth ne sont pas revenus. Ils sont morts de maladie, de misère, de famine, parce que, étant donné qu'ils étaient seuls dans le camp et qu'on ne leur donnait pas à manger, les parents n'étaient pas là, il y avait des enfants, moi j'avais 4 ans et demi, il y avait des enfants, des tout petits enfants, il y avait des enfants qui étaient un peu plus grands, et il est évident que les grands ne donnaient pas à manger aux petits enfants, donc les enfants déjà avaient faim. Ensuite, il y avait toutes les maladies infantiles et les répercussions qu'il y avait aussi. Moi, j'ai tout de suite attrapé la varicelle, et puis j'ai attrapé la rougeole, et puis j'ai attrapé une pneumonie, et puis on a attrapé tout ce qui traînait, des grippes, de tout ce qu'il y avait, et il n'y avait pas de médicaments. Alors j'ai le souvenir de Fürth que je me grattais. J'avais la varicelle, je me grattais, je me tournais dans mon lit, il y avait une espèce d'infirmerie, mais il n'y avait pas de médicaments. Et j'ai cassé un thermomètre et on m'a engueulé et j'ai pleuré. Et puis on m'a donné du lait sucré, c'est le souvenir que j'ai de Fürth. Et je pense qu'après Fürth, j'ai fermé la porte parce que c'était un peu trop dur d'être séparés des parents, parce que les mères pouvaient de temps en temps venir. Mais on est resté 3 mois à Fürth qui ont fait que je ne voulais plus. Je pense que tous les enfants ne voulaient plus. Ou bien ils mouraient de faim, de malheur et de maladie. Et ceux qui ne mouraient pas, moi j'étais à l'article de la mort, parce que je ne tenais plus sur mes jambes. Mais il y a eu à Fürth un miracle qui a fait qu'il nous a sauvé la vie pendant 2 ans. Juste avant de partir à Fürth, mon père avait pu obtenir un passeport du Honduras. C'est une république en Amérique centrale, et le Honduras et le Paraguay et la Haïti donnaient, pour beaucoup d'argent, donnaient des passeports donnant la nationalité de ce pays à des juifs. Et ces pays étaient neutres. Et donc, quand on avait ce passeport, les Allemands, qui étaient quand même très à cheval sur ce qui se faisait d'un côté diplomatique, ne pouvaient pas envoyer des Juifs avec ces passeports dans des camps d'extermination. Et mon père a été envoyé à poser de la dynamite et de travailler sur un pont, le Moerdijk, qui enjambe la Meuse, toujours. Il était envoyé là avec d'autres hommes, tous des hommes mariés, parce que les Allemands avaient prévenu aux hommes qu'ils amenaient en dehors du camp: vous avez des vêtements, on vous prend vos vêtements pour travailler, vous aurez les vêtements, vous savez, les vêtements rayés, mais le soir, vous pouvez être en civil. Et il sera très facile pour vous de vous sauver. Mais sachez que si vous vous sauvez, à la seconde, on tuera votre famille. Et donc, les hommes, en effet, ne se sauvaient pas parce qu'ils ne voulaient pas qu'on tue leur famille. Et avant de partir, mon père a dit à ma mère: si tu reçois ce certificat du Honduras, tu le gardes bien et tu le montres, parce que ça ne peut que être bien pour nous. Et en effet, au milieu de Fürth, le certificat est arrivé. Et ma mère avait ce certificat. Et le 6 juin 1943, pendant que mon père travaillait sur le pont, et je fais une parenthèse, les hommes qui travaillaient dans les usines de Philips, quand le travail était fini et que les Allemands venaient et disaient à la direction « rendez-nous les hommes, on en a besoin », la direction de Philips disait « non, on en a besoin ». Et ils gardaient ces hommes, ils leur donnaient à manger, et ils ont sauvé à peu près 500 à 600 hommes de la déportation. Nous, on est donc partis le 6 juin, il fallait que ma mère me porte parce que je ne pouvais plus marcher.
je ne tenais plus sur mes jambes et on est arrivé dans le deuxième camp sans mon père qui travaillait. Le deuxième camp, c'était toujours aux Pays-Bas, Westerbork. Westerbork était un camp de déportation, mais c'était un camp qui était plutôt vivable. Ma mère a pu alerter la famille qu'elle avait encore à Amsterdam. On a envoyé un paquet de nourriture. Je me suis remise, la preuve, je suis là. Et elle a trouvé, à Westerbork, elle a trouvé ses beaux-parents qui avaient été pris pendant que nous, on était encore dans le théâtre et à Fürth. Et mon grand-père est mort dans un lit. Il était malade, il a eu de la chance, il est mort dans un lit. Et mon père nous a rejoints quand il a fini de travailler sur le pont. Il nous a rejoints le 2 juillet, il a trouvé sa mère. Et ce camp avait l'air plutôt bien. Il y avait même une espèce de vie juive, sauf que les trains partaient. On a agrandi la gare de Westerbork parce que les trains partaient comme à Drancy en France. Les trains partaient, des convois et des convois et des convois et des convois. Et quand un convoi était parti, les gens qui n'étaient pas dans le convoi respiraient. Parce que le convoi, il y avait le nouveau convoi 1 semaine ou 10 jours après. Et ils pensaient, l'être humain était fait que on pensait toujours que ça pouvait s'arranger, que peut-être on allait pouvoir rester à Westerbork et peut-être que la guerre allait s'arrêter. Et c'est à Westerbork que mon père a brisé son cœur jusqu'à son dernier souffle, parce que ma grand-mère, et je donne son nom, Jenny Sulzbach, a été mise au transport le 20 juillet 1943. Et mon père et ma mère l'ont accompagnée à la gare. Et c'était des trains de marchandises et ma grand-mère pleurait. Et mon père a demandé au capot qui fermait les portes, écoutez, laissez-la, elle est vieille, regardez, elle pleure. Et le capot lui a dit, mais monsieur, il n'y a vraiment aucun problème, vous prenez sa place et elle ne partira pas. Et mon père était là, et ma mère lui a dit, mais tu vas quand même pas nous laisser, Evelyne et moi, tu vas quand même pas prendre la place de ta mère. Et mon père n'a pas donné sa place, il a pas pris le train, et ma grand-mère est partie. Et le train est parti pour Sobibor. Elle est partie le 20 juillet 1943. Elle est arrivée 3 jours après à Sobibor et tout le train a été gazé. Et à partir de ce moment-là, je crois que mon père, il a vécu. Il est mort le 12 janvier 1982, mais il s'est jamais pardonné de ne pas avoir pris la place, d'avoir mis sa mère dans le train de la mort. Et jusqu'à son dernier souffle, il a cauchemardé et il disait le matin au petit déjeuner, j'ai encore rêvé de ma mère, je cherchais ma mère. Il s'en est jamais remis et je n'ai jamais vu mon père ni faire du vélo, ni faire du patin, ni nager, ni rien du tout. Il était quelque part, il n'avait plus aucune confiance en l'être humain. Il a écrit une lettre dans le camp de rapatriement où il parle de la nature, une si belle nature, avec des gens aussi méchants. Il n'avait plus jamais eu confiance en l'être humain. Ma grand-mère est donc partie et nous sommes restés encore un petit moment à Westerbork. Et puis la vie continuait. Il y avait même des fêtes de Hanouka, la fête des Lumières. Mais de toute façon, ça ne s'est pas arrêté comme ça, parce que le 15 février, on a été mis de nouveau au transport. Mon père a montré le certificat qu'on était de nationalité du Honduras, donc on n'a pas été envoyé à Auschwitz, mais on a été envoyé à Bergen-Belsen. Bergen-Belsen était un camp de concentration dans le nord de l'Allemagne, à côté de Hanovre. Et c'était un camp qui était immense, avec beaucoup des baraques. Il y avait la baraque des Hollandais, il y avait la baraque des Grecs, il y avait la baraque des Français.
Il y avait des lits, et là je me rappelle, j'ai des souvenirs de Bergen-Belsen, c'était des lits de 3 étages. Et il y avait 2 rangées, l'un à côté de l'autre, donc moi j'étais en bas et ma mère de l'autre côté, et donc on accédait. À un moment, il y a un nouveau transport qui est arrivé, des transports, et on a mis une 3e rangée, et je me rappelle très bien qu'il fallait que j'enjambe le lit pour accéder à mon lit, enfin lit, il faut le dire très vite, et moi j'avais trouvé ça très drôle, c'était comme une gymnastique. Ma mère n'avait pas trouvé ça drôle du tout, parce qu'il y avait déjà une telle promiscuité que ça faisait encore plus. Alors Bergen-Belsen était le camp où j'ai un premier souvenir que d'abord les enfants, parce qu'il y avait des enfants à Bergen-Belsen, il y en avait, mais les enfants, on ne jouait pas les uns avec les autres. On était chacun dans notre bulle de tristesse, de malheur. D'abord, il n'y avait rien à jouer. On n'avait pas de jouets, on n'avait pas de livres, on n'avait pas de cahiers, on n'avait pas de crayons, il n'y avait rien. Et donc, on errait un petit peu, au petit bonheur la chance, on errait, mais on ne pouvait pas non plus aller dehors, parce que le dehors, c'était l'appel. Donc, on restait assis, et je me rappelle que c'était au début, j'étais assise par terre. Les femmes travaillaient, ma mère travaillait, elle charriait des espèces d'énormes gamelles avec de la soupe, une soupe faite avec des orties. Et j'étais seule et je jouais, elle m'avait donné un petit bout de raffia, c'est un fil. Et j'entortillais ce bout de raffia autour de mes doigts. Et soudain, il y a une femme policière qui est passée devant moi et qui s'est arrêtée. Et j'étais morte de peur, j'étais absolument pétrifiée parce que je n'avais pas le droit d'avoir ce bout de raffia. Et si j'avais ce bout de raffia, c'est que je l'avais volé ou que ma mère l'avait volé. Et si on avait volé quelque chose, on était puni. Donc j'étais absolument morte de peur et je devais la regarder. Et elle a eu pitié de moi et elle est passée. Et puis un jour, les Américains se sont trompés. Ils ont bombardé Bergen-Belsen. Et je me suis demandé pendant un petit moment si c'était un vrai souvenir que j'avais ou si c'était quelque chose que quelqu'un m'avait dit. Et j'ai rencontré une femme qui fait partie de l'amicale des anciens de Bergen-Belsen. Elle a 5 ans de plus que moi. Et à une réunion de cette amicale, je lui ai demandé, dis-moi Francine, c'est vrai qu'on a bombardé Bergen-Belsen? Elle a dit, oh oui, alors c'était vrai. Les bombes qui tombaient, et j'étais contente que c'était un vrai souvenir, parce que le souvenir m'est revenu il y a quelques années d'une façon complètement stupide. J'ai une maison de campagne et avec un jardin en Beauce. Et j'étais dans ma maison de campagne, dans le jardin, et soudain il y a un petit avion de tourisme qui a survolé mon jardin. Et au vu de ce petit avion qui volait très bas et qui faisait beaucoup de bruit, j'ai vu que je me suis recroquevillée comme si j'étais de nouveau sous les bombes. J'y étais de nouveau. Et le souvenir des lits m'est revenu également, parce que j'étais avec des amis en Israël et on a visité le camp d'Atlit. C'est là où Menachem Begin, ancien premier ministre de l'État d'Israël, quand il était encore un terroriste aux yeux des Anglais, était enfermé. Et on a reconstitué son lit de 3 étages dans un camion. Et on a visité le camion, on est rentré dans le camion, et je suis sortie en hurlant, littéralement, en hurlant de terreur, parce qu'à la vue de ce lit de 3 étages, j'étais soudain à Bergen-Belsen. Je n'arrivais pas à me calmer, mes amis me demandaient « mais qu'est-ce que tu as ?» J'ai fini par me calmer, mais le souvenir de ce lit a fait que j'y étais de nouveau. Il y avait également un souvenir que je trouvais épouvantable. Ma mère avait donc son sac à dos avec des vêtements qui ont duré 2 ans. Et l'été est venu à Bergen-Belsen et elle a cherché son sac
pour peut-être mettre une autre robe, parce qu'à force, au bout de 2 ans, les robes étaient usées. Et quelqu'un avait volé le sac. Et moi, je pleurais sur les robes à petites fleurs parce que j'ai des photos de ma mère avec moi dans un parc et elle avait toujours des petites fleurs, genre Liberty, et je pleurais sur les fleurs, les petites fleurs que j'aurais bien voulu revoir. Peut-être je pensais que ça me rappellerait les temps heureux où tout était bien. Et puis j'ai eu 6 ans à Bergen-Belsen. Le 6 juillet 1945, oui j'ai 6 ans, à 44, en juillet, j'ai reçu 3 cadeaux. Parce que ma mère, avec son certificat dont je vous ai parlé, a pris son courage à 2 mains et elle est allée voir le chef de la baraque à côté qui était grec. Les Grecs avaient un statut un peu spécial dans ce camp. Ce n'étaient pas des capots, mais ils travaillaient dans la cuisine. Et ils avaient entendu parler qu'il y a eu le débarquement, donc ils savaient que la guerre allait se terminer. Et ils voulaient absolument apprendre l'anglais et le français. Et une amie de ma mère lui a dit, écoute, va voir le chef du camp à côté, propose-lui de lui donner des cours, et qu'en contrepartie, il te donnera de la nourriture. C'était pas évident d'aller dans la baraque à côté, il fallait sortir de sa baraque, aller à côté. Elle est allée à côté et elle a dit au chef du camp, elle a montré le certificat qu'elle avait amené. Elle a dit, écoutez, je peux vous donner des cours de français et d'anglais, j'ai un certificat, est-ce que vous pouvez me donner à manger pour ma petite fille? Et ils ont dit d'accord. Donc elle a donné des cours et le jour de mes 6 ans, j'ai eu une tartine de pain avec des flocons d'avoine, je le vois, autour, et avec un 6 en flocons d'avoine dessus, et c'était un cadeau royal, parce que la ration de pain à Bergen-Belsen était de 7 cm par personne par semaine. C'est-à-dire, ça fait 1 cm de pain par jour. C'était ça la nourriture qui tenait au corps. Parce que pour le reste, c'était de la soupe faite avec des orties, qui ne nourrissait pas. D'ailleurs, la cruauté des Allemands était même aussi que les Juifs, pour la Pâque juive, ne mangent pas de pain, les Juifs pratiquants. Et les Allemands leur disaient, vous les sales Juifs, c'est votre Pâque, vous n'avez pas le droit de manger du pain. Eh bien, vous n'aurez pas de pain pendant 1 semaine. Donc c'était la seule nourriture consistante, les gens n'avaient pas de pain. Et puis le certificat nous a sauvés en fin de compte. Parce qu'à partir de début janvier, les Allemands ont fait un deal entre les prisonniers de guerre allemands, parce qu'ils sentaient que c'était quand même que ça tournait à la fin, on est en janvier 1945, ils ont fait un échange. On parlera après. C'était vers le 10 janvier 1945. Ils ont fait un deal via la Croix-Rouge, un échange de prisonniers de guerre allemands qui étaient détenus par les Alliés et 300 Juifs qui avaient la nationalité du Honduras et du Paraguay et du Haïti. Et nous, on était sur la liste. Alors tous les jours, jusqu'au 20 janvier, il y avait un appel supplémentaire pour voir si les gens étaient en vie. On appelait les gens. Et si quelqu'un ne venait pas à l'appel, eh bien la famille ne partait pas. On avait battu mon père avec une barre de fer, il avait les reins qui ne marchaient plus du tout. Et le 20 janvier, la veille de notre départ, on devait aller au dernier appel et mon père a dit « je n'y vais pas. Je n'y vais pas, je ne peux plus, je reste au lit, je ne veux plus rien, je reste au lit. » Et ma mère savait très très bien que s'il n'allait pas à l'appel, eh bien on ne sortait plus. Et si on ne sortait plus, on n'avait plus qu'1 semaine à vivre. Il faut dire qu'il y avait le typhus qui faisait rage dans le camp. Les gens mouraient les uns après les autres. Il n'y avait presque plus rien à manger. Et elle savait que mon père ne survivrait pas encore 1 semaine de plus. Et elle avait vu une dame à côté d'elle qui avait tiré sa fille du lit, qui avait 40 de fièvre et qui ne voulait pas venir.
Et elle est allée voir mon père, et moi, j'adorais mon père. J'avais tout le temps peur qu'il lui arrive quelque chose. J'ai commencé à taper sur ma mère en lui disant, je me rappelle, laisse-le tranquille, il est malade, il ne peut pas se lever, il ne peut pas se lever. Et heureusement que ma mère ne m'a pas écoutée, elle m'a envoyé valdinguer, elle a tiré mon père du lit, elle l'a amené à la place de l'appel avec moi. Et le lendemain, on a appelé notre nom et on est allé à la gare et on ne savait pas très bien est-ce que ça serait vrai, est-ce que ça ne serait pas très vrai. Mais là, il y avait un train, c'était un train de la Croix-Rouge, un vrai train. On est rentré dans le train et il y avait des médecins, il y avait des lits pour les malades, il y avait beaucoup de malades, il y avait de la nourriture, il y avait des infirmières. Et pendant 10 jours, on a été de haut en bas de Bergen-Belsen à côté de Hanovre, sous les bombardements évidemment, jusqu'au sud de l'Allemagne, juste à la frontière suisse. Et là, 50 familles devaient sortir du train, et on est sorti du train, on est arrivé dans un camp de rapatriement qui était sous les auspices encore des Allemands, mais également c'était un British Internees Camp, c'était sous les auspices de l'UNRWA, des Nations Unies aussi. Mon père est tombé dans la neige en sortant, parce qu'il ne tenait plus sur ses jambes. J'ai pleuré, il m'a dit « Ne t'inquiète pas, on va me mettre dans un hôpital ». Et je sais qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu peur qu'il lui arrive quelque chose jusqu'au jour de sa mort. C'est ce souvenir qu'il est tombé dans la neige est resté en moi. Et il a été guéri. En effet, il a été dans un hôpital, on l'a guéri, et là, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que du jour au lendemain, on était peut-être 30, 40 enfants, on est redevenus des enfants. On a joué ensemble, on a fait des boules de neige, on a fait un bonhomme de neige, on a fait des batailles de neige, j'ai appris à lire, à écrire, à faire des calculs, on a mangé. On est redevenus, comme par miracle, on a rebondi tous ensemble et on est redevenus des enfants. Mais et puis la guerre s'est terminée, on a été libérés par la Légion étrangère. Les femmes ont dansé, je sais qu'il y avait de la musique, les Allemands sont partis. Nous, on a couru derrière en les insultant et on était libérés. Mais on était toujours en Allemagne. Et mon père, j'ai relu cette lettre, a écrit une lettre le 15 août 1945, donc il n'y avait plus la guerre. Il a envoyé une lettre à sa famille, à son frère et à 3 sœurs et à la famille de ma mère, et il a tout raconté, tout. Et c'était comme un cri, une bouteille qu'il a jetée à la mer, parce qu'il voudrait bien ne pas revenir en Hollande. On savait qu'il y a eu 6 millions de morts. On savait que la mère a été tuée, que la petite sœur a été tuée. On a tout su. Et la famille, pas tout le monde a reçu la lettre, mais la famille n'avait pas tellement envie. Ils n'avaient pas envie, ils avaient peut-être une espèce de mauvaise conscience. Simone Veil, d'ailleurs, en a parlé. C'était gênant, et puis c'était embêtant d'écouter ces histoires d'horreur, et la guerre était finie. Et les Juifs américains, il y a eu un livre qui a été écrit là-dessus qui s'appelle « Pendant que 6 millions de mouraient ». Ils n'avaient pas tellement envie de nous avoir. Et donc, de cœur las, on est rentré le 31 janvier 1946. Seulement, on est rentré aux Pays-Bas. La date est très précise parce qu'on est arrivé dans un camion, on était un des derniers, parce qu'on était apatrides, on n'était plus du Honduras, ça s'était terminé, on était des DPs, des Displaced Persons, des personnes déplacées, on était sans nationalité, on est arrivé dans un camion de la Croix-Rouge, on est rentré par le sud des Pays-Bas à Maastricht.
Et il y avait des drapeaux partout. Toute la ville de Maastricht était pleine de drapeaux hollandais. Et moi, je croyais que c'était pour nous. Et j'avais trouvé ça vraiment chouette. Tous ces gens qui nous souhaitaient la bienvenue, c'était drôlement agréable. Et je suis restée avec ce souvenir jusqu'à il y a 30 ans peut-être, où j'en parlais avec ma mère. Et j'ai dit, c'était quand même bien, ils nous ont souhaité la bienvenue. On était vraiment les bienvenus. Et elle a dit, mais on n'était pas la bienvenue du tout. C'était tout bonnement l'anniversaire de la petite princesse Béatrix, celle qui est devenue après la reine des Pays-Bas. Ce n'était pas du tout pour nous. Et en effet, on n'était pas du tout les bienvenus. Il n'y avait pas de comité d'accueil quand on est arrivé. Il y avait juste 3 cousins, les seuls survivants de la famille de ma mère, qui nous attendaient. On a été dans une pension qui nous ont pris pendant quelques jours et mon père est allé à la recherche d'un logement parce qu'il fallait recommencer. Il y avait une psychologue qui était venue dans le camp de rapatriement, une américaine, qui a fait un cours pour les adultes, qui a dit maintenant, c'est fini, c'est terminé, vous allez aller de l'avant et la vie est belle, comme si on pouvait aller de l'avant après 2 années de camp. Et mon père a trouvé un logement qui était sous les toits. Et moi, je suis allée il gelait dans le logement. Moi, je dormais dans la salle de bain. Et il y avait une autre pièce qui était là. Et on a vécu dans ce logement pendant 2 ans. Et moi, j'allais à l'école. Au début, j'allais dans une école normale. Et puis, la toute petite communauté juive a refait une école juive. Et je suis allée dans une école juive et je me promène tout le temps, toujours avec une photo de classe. J'étais dans un CE2, dans cette école juive, 41 élèves. 41 filles et garçons qui, tous et toutes, ont été soit dans des camps, soit cachés, soit dans un ghetto, mais personne sur cette photo n'a été en Suisse ou quelque part. Tout le monde a vécu la Shoah. Et jamais, jamais, jamais on en a parlé. C'était quelque chose, c'est même pas qu'on voulait pas en parler, mais c'était quelque chose qui n'avait pas existé pour nous. On était des petits-enfants, on était très joyeux, on était très dissipés. Et cette photo de classe, c'est absolument fou, parce que je fais un tout petit saut là dans une proche passée au décès de ma maman. Il y a eu pour les Juifs une semaine de deuil et où on reste à la maison. Il y a des gens qui viennent vous rendre visite. Elle est décédée le 8 mars et le 11 mars, je crois, il y a un monsieur qui sonne à la porte, qui vient nous voir. Et il me dit, je me présente, je suis Joop Ascher. Et je le regarde et je dis, Joop Ascher, c'était un garçon de ma photo. Et alors on parle, parce qu'on a été ensemble dans la même classe pendant 3 années. Et je dis, toi, tu as été où pendant la guerre? Et il m'a dit, à Bergen-Belsen. Ah, j'ai dit, moi aussi. Lui, il est revenu sans parents. Moi, je suis revenue avec mes parents. Dans ma classe de 41 élèves, on est 5 élèves qui avaient un père et une mère. Mais jamais on n'a parlé, pourquoi tu n'as pas de père, pourquoi tu n'as pas de mère, pourquoi tu n'as pas de parents. On ne le savait même pas. C'était un sujet qui était resté même pas tabou, mais c'était un non-sujet. C'était un sujet qui n'avait pas existé. Ça ne nous concernait pas, cette guerre. On savait que les parents avaient été à la guerre. Mais jamais je n'ai demandé à ma meilleure amie, qui pourtant venait à la maison chez moi, pourquoi tu n'as pas de père? Elle n'avait pas de père parce que son père était mort. Puis une autre n'avait pas de parents du tout, elle était chez un oncle et une tante. Il y en avait qui un oncle et une tante qui étaient gentils, d'autres qui n'étaient pas gentils. Et c'est un sujet qui était resté un non-sujet. On n'était pas concernés.